Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février et comme chaque mois je vais vous présenter les nouveautés qui ont rejoint ma Mangatech ainsi que les fan-séries qu'il y a eu pour ma part. En ce mois de février, j'ai 7 nouveautés à vous présenter ainsi que 3 fan-séries, sachant que sur les 3, il y en a une que je n'ai toujours pas lue tout simplement puisqu'il s'agit de ma lecture en cours. Alors je ne vais pas revenir sur les mangas que je vous ai présentés dans mon haul de la Japan Expo Sud, tout simplement parce que je ne les ai toujours pas lus et quand ça sera fait, eh bien je leur consacrerai une vidéo présentation pour vous en parler en détail. Vous l'aurez remarqué, ce book haul du mois de février est beaucoup plus soft, beaucoup plus raisonnable que celui du mois de janvier, dans lequel, pour mémoire, il me semble que je vous avais présenté 17 nouveautés manga et que c'était définitivement beaucoup trop pour un mois de janvier. Et bref, pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps, je commence dès à présent avec les services presse et au mois de février j'en ai reçu 3, dont un qui n'était absolument pas prévu. Donc je commence avec celui que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Il s'agit des 2 premiers tomes de March Comes in Like a Lion de Shika Umino, publiés chez Kana dans leur collection Big. Alors je ne vais pas revenir à son sujet dans cette vidéo, tout simplement parce que je l'ai déjà chroniqué. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu et qu'un avis au sujet de ces 2 premiers tomes vous intéresse. En attendant, sachez qu'il s'agit d'une lecture coup de cœur et d'une très bonne série que je vous recommande chaudement. De la part des éditions Komiku, j'ai reçu le tome 1 de Dragon Seekers de Hideyuki Yonehara. Donc il s'agit d'un shonen de genre aventure fantastique qui compte 5 tomes, toujours en cours au Japon. Le tome 2 est déjà sorti puisqu'en fait les 2 premiers tomes sont sortis simultanément au mois de février en France. Le tome 2 d'ailleurs est bleu, donc il y a vraiment un contraste entre les 2 premiers tomes. Et le tome 3 est annoncé quant à lui pour le 11 mai. C'est un manga, comme je l'ai dit, de Hideyuki Yonehara qui est l'auteur de Full Head Coco ainsi que de Daemons. Alors je ne suis pas sûre de la prononciation, je vous mettrai le nom quelque part sur la vidéo parce que vraiment je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Avant de lire ce tome 1, j'avais lu l'extrait disponible en ligne, donc comme d'habitude, allez checker la barre d'infos dans laquelle je vous mettrai tous les liens des extraits disponibles gratuitement en ligne de tous les mangas que j'ai présentés dans cette vidéo, du moins pour ceux qui ont un extrait disponible en ligne. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui malheureusement n'a pas d'extrait et c'est bien dommage d'ailleurs parce qu'il l'aurait mérité. J'avais lu l'extrait disponible en ligne et j'avais pas du tout accroché, très clairement. S'il me l'aurait pas envoyé en service presse, je vous le dis sincèrement, je n'aurais pas acheté cette série. Et je me suis dit bon, maintenant tu l'as reçu, tu vas quand même le lire et tu vas essayer de donner ton avis le plus objectivement possible. Pour l'instant, je mets la série en pause au bout d'un seul tome parce que je n'ai pas spécialement envie de connaître de suite ce qui va se passer dans cette histoire. Mais il y a quand même des petits points positifs, donc je vous en parle aujourd'hui. Ça se passe dans un monde un petit peu western fantasy dans lequel on va découvrir le gang des D-Seekers, à comprendre les Dragon Seekers, qui est composé de Rockburst, Clay Cools, Robert Heath et Sound Mirage. Et en fait c'est un groupe un petit peu de malfrats, de tueurs à gages, mais également un petit peu de Robin des Bois, puisqu'à un moment donné ils vont voler des lingots de l'argent qu'ils vont redistribuer à des gens qui en ont besoin. Donc voilà, c'est des malfrats au grand cœur, on va dire, qui ont tous leurs particularités, c'est-à-dire qu'il y en a un, celui que vous voyez sur la couverture, c'est un as de la gâchette, il y en a un autre, c'est un sniper, l'autre c'est un gars méga costaud. Bon bref, ils ont tous une particularité et ils sont à la recherche d'un dragon, ce qui porte justement le nom de leur gang. Ils sont à la recherche d'un seul et unique dragon, le dernier de son espèce. Donc ce dragon là, que l'on ne va bien évidemment pas voir dans ce premier tome, ça serait trop beau. Et pour retrouver ce dragon, il y a plus ou moins en fait qu'une seule méthode, c'est d'avoir des indices. Et ces indices, ce sont des tatouages qui sont tatoués sur des prisonniers ou du moins sur des personnages. Et en fait, en retrouvant ces personnes qui ont des tatouages et en relevant le tatouage, ça va petit à petit leur indiquer la piste du dragon. Je pense que vous ferez très rapidement le parallèle avec la série Golden Kamuy. Personnellement, ça a été mon cas, même si je ne suis pas du tout cette série, j'en ai quand même entendu pas mal parler, j'ai regardé pas mal de vidéos à ce sujet, et c'est une série qui est, je ne vous le cache pas, dans ma wishlist depuis un petit moment. Et j'avais vu que dans l'histoire, eh bien, ils étaient à la recherche de prisonniers qui avaient des tatouages qui permettaient, une fois rassemblés, de former, je crois, une carte ou un truc comme ça, pour aller jusqu'à un trésor. Donc j'ai vu qu'il y a quand même une similitude non négligeable entre ces 2 séries. Le manga s'ouvre sur une scène que l'on voit dans l'extrait disponible en ligne, donc encore une fois, allez checker ça si vous ne l'avez pas lu. Et en fait, on a une femme qui est sur le point de se faire violer. Et l'un des membres des Dragon Seekers, donc à savoir ce monsieur-là, va intervenir et va flinguer absolument tout le monde autour d'elle.
Et la jeune fille qui est au milieu, qui est sur un lit, eh bien ne va recevoir strictement aucune goutte de sang, ce qui prouve la dextérité de ce personnage. Le manga vraiment s'ouvre là-dessus, mais ce qui ne m'a pas plu, déjà c'est qu'on a deux pseudo-scènes où une jeune femme va se faire violer, donc je vais vous dire c'est récurrent dans les mangas en ce moment que les jeunes femmes vont se faire violer, c'est un peu lourd. Ce que j'ai pas vraiment aimé, c'est surtout la vulgarité. C'est vraiment un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal dans les livres, les mangas, les films, tout ce que vous voulez, c'est quand les personnages sont vulgaires, mais comme ça, quoi. Je veux dire, c'est même pas justifié. Il y a des mots qui, je pense, auraient pu être mieux choisis. Alors après, c'est peut-être littéralement la traduction de ce que l'auteur a voulu dire en japonais, ça je suis d'accord. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a pas trop plu et c'est également le cas dans un autre manga que je vous présenterai à la fin de cette vidéo. Donc deux points négatifs, le fait de toujours vouloir avoir des jeunes femmes qui vont se faire violer et qu'il faut absolument sauver d'un viol. Deuxièmement, la vulgarité que je trouve vraiment déplacée et trop présente. Et c'est un manga que je trouve quand même assez gore. Après ça me dérange pas plus que ça, j'ai envie de vous dire, je vais vous présenter très prochainement la suite de Bloody Delinquent Girl Chainsaw, et là encore voilà, on tronçonne du zombie, il y a du sang partout, mais le dessin et peut-être le côté très fantastique du truc, c'est-à-dire ce sont des zombies donc on sait que ça n'existe pas vraiment. Peut-être que pour moi ça allège un petit peu ce côté trop gore, alors que là ben, c'est des humains qui se font massacrer, voilà par exemple une tête qui vole. Et je trouve ça du coup beaucoup plus choquant et beaucoup plus dérangeant. Après voilà, ça dérangera ou ne dérangera pas. J'ai pas trop accroché au dessin. Mais ça c'est complètement subjectif, complètement... Enfin voilà. C'est moi qui n'ai pas accroché au dessin, après il y en a qui trouveront ça peut-être très sympa. On a des gus qui vont se faire massacrer de cette manière-là. Donc pour l'instant j'en reste à ce premier tome. Je ne compte pas le revendre, peut-être que je continuerai la série d'ici quelques temps. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez acheté ce premier tome, peut-être même déjà le second tome, ce que vous en avez pensé et si ça vaut le coup ou pas de continuer cette série. Et le petit dernier qui n'était absolument pas prévu, que les éditions Akata m'ont très sympathiquement envoyé, il s'agit du one-shot La valeur de ma vie de Yoshimi Toda. Et sur le petit sticker, il est indiqué le one-shot shoujo de la Saint-Valentin 2017. Alors celui-ci, j'ai dû le voir défiler sur je ne sais combien de chaînes YouTube, sur je ne sais combien de blogs. J'en ai vu pas mal d'avis qui étaient très positifs, très mitigés et très négatifs. Et je n'arrivais vraiment pas à me décider à l'acheter. Et en fait, très clairement, il me semble que j'ai mis un post sur Twitter, que je discutais d'ailleurs avec les éditions Akata, et que je leur avais dit que je comptais acheter leur autre série, qui est celle-ci, mais que pour ce titre-là, eh bien, j'étais pas du tout convaincue. Même pas une semaine après, je le recevais dans ma boîte aux lettres. En gros, un peu obligée de me faire mon propre avis. Donc là, c'est un shoujo. Un shoujo quoi, j'ai dit romance tranche de vie, qui est donc en un seul et unique volume vendu au prix de 6,95 €. Et là encore, je crois qu'il y a un extrait, ouais, il y a un extrait disponible en ligne, donc la barre d'infos. Je l'ai lu dans la foulée, enfin le soir même où je l'ai reçu, et j'ai bien aimé. On n'est pas sur une lecture coup de cœur. Pour moi, on n'est pas sur un one-shot des éditions Akata que je vais retenir à travers les années, comme des titres, je pense à Je reviendrai vous voir, ou Les Pommes Miracles, qui pour moi étaient vraiment très marquants, avaient un message vraiment très important, et que je recommande vraiment de lire si vous ne connaissez pas ces deux one-shots là. Vraiment, je vous les recommande absolument. Ce titre-là, je pense qu'avec le temps, il va plus ou moins s'oublier, mais il était pas mal, il y a des bonnes choses dedans. Donc on n'est pas du tout sur de la lecture flop, après on n'est pas sur le gros coup de cœur du siècle. Hein. Je vais vous présenter après des lectures que j'ai beaucoup plus appréciées. Au niveau de l'histoire, c'est l'histoire de Yuri, donc c'est la jeune fille qu'on a sur la première de couverture, qui en fait est une ex-voyou, et à l'époque où elle était voyou, elle a eu un accident de moto, c'était pas elle qui conduisait, elle était derrière sa copine, et elles vont renverser une personne, une jeune fille qui va perdre son bras suite à cet accident. Et suite à cet accident, Yuri n'en est pas indemne puisqu'elle va perdre plus ou moins l'usage de son bras droit, c'est-à-dire je crois qu'elle n'arrive plus à le lever, quelque chose comme ça. Donc elle est marquée par ça, mais surtout, elle est un peu taciturne. Elle n'est plus voyou comme avant, mais elle essaye un peu de se ranger, de se faire toute petite. Elle est au lycée. Il y a un jeune homme qui lui tourne autour, ce jeune homme-là, mais elle est assez indifférente, assez froide, même si elle est toujours là pour le secourir, parce que le gars se fait tout le temps emmerder ou se retrouve tout le temps dans des bagarres, elle est toujours là pour lui sauver la mise. Elle va se faire une amie. Une fille qui a perdu son bras, et il s'avère que c'est bien évidemment, vous l'aurez compris, la fille qui était dans cet accident, sauf que les deux ne savent pas qu'elles étaient impliquées dans le même accident, jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, si la jeune fille qui a perdu un bras va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, et elle ne lui pardonne pas, même si c'est pas elle qui conduisait, elle lui pardonne pas, et en gros, elle a jusqu'à la fin du lycée, je crois, pour lui prouver la valeur de sa vie, pour lui prouver qu'elle doit être pardonnée, qu'elle mérite de l'être.
et c'est ce que va s'acharner à faire Yuri. Elle va vraiment ne consacrer sa vie qu'à ça, à essayer de vraiment de prouver qu'elle est une bonne personne, qu'elle n'est plus comme avant et qu'elle mérite le pardon de cette jeune femme. Donc est-ce qu'elle va obtenir ou pas ce pardon? Je vous laisse le découvrir. Il y a pas mal d'émotions dans ce titre. J'ai trouvé il y avait un peu de... ça traite le sujet de l'handicap de manière un peu moins présente que dans des titres comme Perfect World. Voilà, mais même si c'est assez bien traité. Donc là on a les trois sujets qui sont traités dans le manga. Donc on a l'amitié, puisque c'est une histoire d'amitié à la base, le quotidien, parce qu'on a ce côté tranche de vie très présent, c'est pas un manga qui part dans tous les sens, où il y a des fusillades et compagnie, c'est pas du tout ça, et l'handicap qui est bien évidemment présent, parce que les deux personnages sont handicapés à deux niveaux différents. Si vous cherchez un one-shot shoujo, voilà, vous n'avez pas envie d'investir dans une nouvelle série, mais les one-shots des fois c'est sympa. Après c'est sûr, tout se passe très vite, c'est un one-shot, c'est un one-shot de petit format, donc bien évidemment ça se passe assez vite. On aurait pu avoir plusieurs tomes pour développer un petit peu certaines choses. Bien évidemment, c'est ce qu'on apprécierait, mais comme je l'ai toujours dit, quand un one-shot est bien fait, quand l'auteur, depuis le départ, son idée c'était de faire un seul et unique volume, théoriquement, il a pensé son histoire, pensé son récit pour que tout tienne dans un tome, pour qu'on ait toutes les informations importantes et qu'on puisse s'en tenir à ça. Et c'est le cas pour moi avec La valeur de ma vie. Donc une bonne lecture, peut-être pas la lecture du siècle, clairement pas le shoujo que j'ai absolument vous recommander entre tous les shoujos qui sortent, mais ça vaut le détour. J'en ai terminé pour les services presse, je passe à présent au manga que j'ai moi-même acheté et je vais continuer avec les éditions Akata en vous présentant les deux tomes de la série Magical Girl Boy de Mokon Ishokusen et c'est dans la collection What the Fuck d'Akata. Shoujo de genre comédie tranche de vie qui est terminé en 2 petits tomes. Mais quel tome, j'ai envie de vous dire, et quelle série surtout. Alors, cette série-là, c'était pas une évidence quand je l'ai vue, est-ce que j'allais la prendre ou pas. Mais il y avait Magical Girl, et moi, les Magical Girls chez Akata, jusque-là, elles ne m'ont jamais déçue. Donc, je vous montre bien les couvertures. Il y a un effet holographique qu'on verra pas, je vais pas insister, mais il y a un effet holographique très très sympa sur les couvertures, et les quatrièmes de couverture vous montrent le côté complètement délirant de ce manga. Et j'ai enchaîné la lecture des 2 tomes, et j'ai trouvé ça tellement bon, c'est du what the fuck comme on en voit vraiment que chez Akata. Sincèrement, je vois que Soleil essaie de se lancer dans le what the fuck, mais on va suivre l'histoire de Saki Uno, qui est la jeune fille bien que vous voyez sur les 2 premières de couverture, qui a un petit duo d'idoles avec sa meilleure amie, sauf qu'elles ne vendent strictement aucun CD, qu'elles n'ont strictement aucun succès. Et un jour, Saki, en rentrant chez elle, va croiser un yakuza très chelou, qui va lui annoncer que sa mère est une ancienne Magical Girl à la retraite et que Saki est obligée de prendre du service à la place de sa mère, ce qu'elle n'a pas du tout envie de faire. Elle est absolument pas motivée par l'idée de devenir une Magical Girl, mais le truc qui va la motiver par contre à le devenir, c'est qu'en fait le jeune homme dont elle est secrètement amoureuse, à savoir Mohiro, est menacé par des ours bodybuildés. Et en gros, ça va être tous les méchants à battre sont les mêmes, ce sont des espèces d'ours ultra musclés, hyper ridicules et pratiquement à poil d'ailleurs. Et à chaque fois, ils vont essayer d'embarquer Mohiro dans une dimension parallèle, je crois, un truc un peu des ténèbres, un truc obscur. Et à chaque fois, le gars, on ne sait pas pourquoi, enfin, pendant une bonne partie du manga, on ne sait pas pourquoi, il se fait embarquer à chaque fois par ces ours et à chaque fois, il faut aller le secourir. Voilà, c'est toujours le gars qui est au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est tellement drôle. C'est, en gros, c'est une page, un gag, et c'est excellent parce qu'en fait elle va accepter de devenir une Magical Girl. Pour devenir une Magical Girl, il faut, je crois, crier ses sentiments, quelque chose comme ça, amoureux, les plus sincères, et elle se transforme en Magical Girl Boy, c'est-à-dire une Magical Girl très 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 virile. Et en fait, Mohiro va réellement la remarquer quand elle est dans sa version Magical Girl, dans la version qu'elle n'aime pas du tout. Ça va concerner aussi sa meilleure amie, et là encore, ça donne lieu à des situations excessivement drôles. Je vous la recommande vivement cette série. Si vous voulez vous prendre des barres de rire, que vous cherchez du what the fuck, très détente, très... mais on se dit l'imagination de dingue qu'a l'auteur. Je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin. Là encore, il y a un extrait disponible en ligne. Côté dessin, c'est pas mal du tout. On pourrait croire que c'est assez simple quand on voit les couvertures, mais je suis très très fan. En plus, on a des pages couleurs au début du tome. Donc voilà ce que c'est au niveau des pages couleurs. Et il faut que je vous montre les ours, parce que les ours, c'est quand même un truc, c'est pas triste quoi. Déjà sa transformation, avec le pauvre gars qui est un peu choqué, mais en fait je crois que le gars il a pas compris
pendant tout le manga que c'était la même fille, la fille qu'il côtoie tout le temps, que c'était elle qui se transformait en Magical Girl Boy. Je crois que le gars a pas la lumière à tous les étages. Les ours, qui essayent toujours de l'embarquer d'une manière excessivement discrète. Voilà ce que ça donne. Alors elle va combiner en plus sa carrière de nouvelle Magical Girl avec sa meilleure amie, avec leur carrière d'idol. Alors la meilleure amie, qui est tout aussi virile, et c'est à toute fin, vraiment dans le deuxième tome, qu'on comprend qui est le vrai méchant derrière tout ça, quel est son but, et là encore, c'est pas triste, autant vous le dire. Donc si vous voulez vraiment un manga détente avec lequel vous allez passer un excellent moment de lecture, je vous recommande vivement cette toute petite série. Les 3 dernières nouveautés que j'ai à vous présenter sont toutes les 3 des grands formats, mais qui valent très clairement le détour. Donc je vais commencer avec le tome 1 de Tokyo Kaido de Minetaro Mochizuki, c'est publié chez le Lézard Noir. Donc il s'agit d'un seinen de genre tranche de vie sociale qui est terminé en 3 tomes, et nous n'avons pas la date pour la sortie du tome 2 en France pour le moment, mais connaissant le Lézard Noir, je pense qu'on aura une date incessamment sous peu. Immense coup de cœur, mais c'était assurément un coup de cœur même avant de déballer le livre puisqu'il était vendu sous plastique. Minetaro Mochizuki, si peut-être vous ne voyez toujours pas de qui il s'agit, c'est l'auteur de Shiisakobe que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, et également de Dragon Head, dont il faudra que je vous présente le tome 2 dans le prochain épisode des lectures en cours, parce que là encore c'est du très très lourd. Tokyo Kaido, eh bien je l'attendais de pied ferme, et évidemment qu'il ne m'a pas déçu. Si un jour Minetaro Mochizuki arrive à me décevoir, vraiment je pense que ça ira mal. On va suivre 4 personnages. Alors on a le Gus qu'on a sur la couverture, que vous voyez ici, qui suite à un accident de voiture a un petit fragment qui s'est logé dans son cerveau, et à cause de ce petit fragment, eh bien il ne peut pas s'empêcher de dire tout ce qu'il pense. Quand on n'a pas de filtre et qu'on parle et qu'on va dire aux gens tout ce qu'on pense d'eux sans pouvoir en gros se taire, eh bien fatalement ça va donner lieu à des scènes parfois pas évidentes, surtout quand on est amer, quand on est méprisant, quand on est un sale gosse, ça va donner lieu à des baffes dans ta gueule, tu vois, sur des choses. Les 4 personnages, vous allez le voir, ont beaucoup de mal à vivre dans la société du fait de leur handicap. La jeune fille que vous voyez ici a la fâcheuse manie, enfin là encore c'est une maladie, d'avoir des orgasmes un peu n'importe où, n'importe quand. Ça peut être assez contraignant également. On a la petite fille ici qui, elle, ne voit plus les êtres humains. Elle est tellement un petit peu à manière... Je ne saurais pas c'est de l'autisme, mais c'est encore un handicap différent. En gros, elle ne voit plus les êtres humains. Et petit à petit, sa vision du monde est de plus en plus restreinte. Ce qui est bizarre, mais on se rend compte très vite qu'en fait, au début, elle ne voit plus les humains, ce qui fait qu'elle voit des scènes, elle voit comme des hommes invisibles, hein, tu vois, elle voit plus les hommes, à part à travers les télévisions. C'est comme ça qu'ils arrivent un peu à communiquer avec elle, à travers des écrans ou par écrit. Et petit à petit, sa vision du monde a l'air, quand on la voit dessiner, a l'air de se restreindre à de moins en moins de choses. Et le petit garçon que vous voyez ici, lui, se prend pour un super-héros. Et quand on se croit super-héros, qu'on a l'impression qu'on ne ressent pas la douleur, eh bien on peut faire des choses très dangereuses, du genre sauter du haut d'un bâtiment et penser qu'on vole alors qu'on vole pas. Et on suit également un autre personnage qu'on voit pas ici, je sais pas si je trouverai où on le voit, parce qu'on le voit pas beaucoup. C'est un jeune homme qui perd la mémoire en gros toutes les 10 minutes. Donc entre chaque chapitre, on a un petit rappel en fait des syndromes de chaque personnage qui se retrouvent tous en fait dans un centre. Un peu à la manière de Shiisakobe où tous les personnages étaient atypiques et cohabitaient tous ensemble. Là ils cohabitent pas vraiment, mais disons qu'ils sont tous traités dans le même centre avec ce médecin là qu'on va voir pendant une partie de ce premier tome, qui essaye de trouver des solutions et qui essaye de comprendre surtout et de les soigner. Et on va suivre également l'histoire de Tokyo Kaido, qui est le manga que dessine et écrit ce jeune homme, qui est inspiré bien évidemment de sa vie, de sa vision très noire et vraiment très désinvolte des choses. Voilà ce que ça donne au niveau de Tokyo Kaido, voilà d'où vient le nom du manga. C'est vraiment du tranche de vie, comme c'est très très bien le faire Minetaro Mochizuki. C'est hyper prenant, c'est très simple, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas... comment vous dire, l'auteur part pas dans des trucs de fou, il y a pas, c'est du tranche de vie très simple, vraiment, on n'a pas des actions ou des révélations de dingue, mais c'est tellement intéressant. Regardez-moi cette planche. Je pense que vous reconnaissez le tableau. Dites-moi que vous reconnaissez le tableau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gros coup de cœur, j'ai vraiment hâte qu'on ait la suite, parce que sincèrement ça vaut le détour. Le tome est vendu au prix de 15 €, on est sur du grand format, il y a un extrait disponible en ligne pour une fois.
allez voir la barre d'infos comme d'habitude. Que vous ayez lu ou pas Shisakobe, que vous ayez lu ou pas Dragon Head, vous pouvez commencer par Tokyo Kaido de cet auteur. Vraiment, les 3 œuvres sont excellentes dans, bien évidemment, 3 registres différents. Je vais à présent vous parler d'un manga qui donne faim. Il s'agit du premier tome de La Cantine de Minuit de Yalo Abe, et c'est là encore publié chez le Lézard Noir. Il s'agit d'un seinen de genre tranche de vie gastronomie, qui compte 17 tomes, toujours en cours au Japon. On n'a pas la date pour la sortie du tome 2 en France, mais alors là je vous arrête de suite. Les 17 tomes ne vont pas sortir en France tels quels, tout simplement parce qu'en fait, alors je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises, du coup je vais vous dire ça de manière très succincte et peut-être que le Lézard Noir expliquera mieux par la suite. J'ai bien compris, il compte prendre les meilleurs passages de chacun des tomes pour faire quelques tomes pour la France. Parce que oui, 17 tomes à 18 € le tome, on est d'accord, vendu chez le Lézard Noir, que ça va pas se vendre pour le grand public. Quand on voit les dessins comme ça, je sais que très clairement, beaucoup vont s'arrêter sur le côté les dessins bof. J'étais la première à hésiter à commencer la série à cause des dessins. Mais en même temps, ça parlait de bouffe, ça en parle tellement bien en plus, et c'est tellement génial que je regrette absolument pas d'être passée outre les dessins, de m'être dit bon ok, les dessins, on passe, on essaie de voir ce que ça donne, et ça vaut le détour. Alors déjà, côté, j'ai juste parlé côté édition, le livre est beaucoup plus souple que Tokyo Kaido. Comme vous l'avez peut-être vu, Tokyo Kaido, je ne l'ai pas trop ouvert, voilà, je vous ouvre pas plus que ça, parce que sinon je vais craquer au niveau du dos, et j'ai pas du tout envie de l'abîmer, je crois que c'est assez fragile. C'est beaucoup plus souple, le papier est beaucoup plus souple, le tome est beaucoup plus souple, et bon sens que ça donne faim, franchement, mais faut pas lire ça quand vous avez super faim, parce que vous allez craquer sur tout et n'importe quoi dans votre frigo. Je vous préviens. Alors au niveau de l'histoire, l'histoire prend place dans la Cantine de Minuit, qui est un restaurant qui est ouvert de minuit à 7 h du matin. Et en fait, la particularité de ce restaurant, en plus d'être ouvert en plein milieu de la nuit, c'est qu'il ne propose pas réellement de menu. Il y a un tout petit menu de base, du genre une soupe miso, ce que personne généralement ne prend. Et en fait, la particularité du restaurant, c'est que eh bien, les clients s'y rendent pour dire eh bien, j'ai envie de manger ça ce soir. Et si jamais le patron a de quoi cuisiner ce plat en cuisine, eh bien il le fait. Et ça donne lieu à déjà un chapitre, un plat, donc l'histoire du plat, comment il est préparé, comment le client qui commande ce plat va l'assaisonner, va le manger, quelle est l'histoire de ce plat pour lui, qu'est-ce que ça lui rappelle, qu'est-ce que ça lui évoque. Et ça donne lieu à des discussions entre clients ou le client avec le restaurateur. Et certains vont devenir des habitués du restaurant, on va les voir revenir dans différents autres chapitres dans lesquels ils vont raconter la suite de leur histoire. On a des histoires très drôles, des histoires beaucoup plus tristes, des histoires très touchantes. On va découvrir de nouveaux personnages qui se rendent pour manger ce plat, qui vont raconter ce qu'est ce plat, etc. J'ai eu du mal au début avec les dessins, je veux bien avouer, je me suis dit, est-ce que je vais aimer ou pas? Et c'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé Les Lascars. Au début, j'aimais pas du tout le dessin. Et l'histoire est tellement bien, et il y a tellement de trucs dans ce dessin animé que finalement, film d'animation, dessin animé, je sais pas comment appeler ça, que finalement j'ai beaucoup aimé. Et là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, c'est des personnages qu'on trouve très attachants, les personnages qui vont devenir récurrents à l'histoire, et ça vaut le détour. Et encore une fois, si vous lisez ce manga quand vous avez un petit creux, vous allez littéralement craquer pour tout ce qu'il y a à manger à portée de main, et ça donne envie de manger japonais. Parce qu'on voit tous les plats un peu typiques, les trucs méconnus et tout, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les restaurants japonais en France. Ça donne envie de voyager. Donc voilà, vraiment un voyage culinaire que je vous recommande absolument. Ça n'a rien à voir avec des titres comme Toriko ou Food Wars dans lesquels, oui aussi on parle de bouffe, mais où on a une histoire de compétition, de recherche et tout. Là c'est de la simplicité, c'est des plats auxquels on peut, je dirais, s'identifier dans le sens où ils existent vraiment. Dans Toriko ça n'existe pas définitivement, et dans Food Wars c'est trop gastronomie. Là on est dans quelque chose de beaucoup plus simple. Des fois ils demandent juste une omelette ou une petite soupe ou un petit poisson grillé, mais c'est tout le truc qui est autour de ce plat. Déjà, t'as envie de bouffer le plat, même si c'est un truc que d'ordinaire tu dirais du genre le natto. Ça c'est un gros coup de cœur, hein. Ces deux-là, franchement, je ne saurais pas dire lequel j'ai préféré parce que c'est deux registres différents, du tranche de vie sociale, du tranche de vie gastronomie, mais les deux valent très très clairement le détour, et malheureusement pour celui-ci il n'y a pas d'extrait disponible en ligne, donc c'est bien dommage. Mais si vous avez l'occasion de le feuilleter en librairie, s'il n'est pas vendu sous plastique,
Pardon, je vous conseille d'aller le feuilleter, d'essayer de trouver des images, tout ça, parce que ça, c'est vraiment de la bombe. La dernière nouveauté que j'ai à vous présenter dans ce book haul du mois de février, c'est le one-shot Les Petites Contemplations de Yaoren, publié chez Urban China dans leur nouvelle collection blog. Donc il s'agit d'un manhwa, à comprendre un manga chinois, tranche de vie, animaux. Et là vous vous dites mais what the fuck. Alors déjà je vais revenir 30 secondes sur la nouvelle collection blog. Il faut comprendre tout simplement que c'est en quelque sorte un manga autobiographique dans lequel on va suivre le personnage de Yaoren, donc l'auteur de ce manhwa. On va le suivre dans différents petits passages de sa vie. À un moment donné, au début, il est dans un restaurant, ça lui rappelle des souvenirs. À un moment donné, il est dans une rue où il va voir des chats, ça va lui rappeler des souvenirs. C'est toujours des petites scènes de contemplation. Ça porte très très bien son nom. C'est un one-shot qui est vendu au prix de 15 €. Et là encore, il y a un extrait disponible en ligne, comme d'habitude, la barre d'infos, je ne cesse de me répéter. Il y a peu de choses à lire, comme vous voyez, il y a très peu de texte. C'est vraiment plus par les dessins, par les petites scènes que va voir l'auteur, auquel il va assister. Et ça commence sur de la bouffe. Tiffany, si tu regardes cette vidéo, ces deux mangas que je viens de présenter, c'est sur la bouffe, quoi, absolument. Celui-là un petit peu moins, parce qu'on a beaucoup plus de chats que de bouffe finalement. Mais je veux dire, ça s'ouvre sur... voilà. Voilà. Après, il y a la pluie et il y a des chats. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à vous en dire, ça passe plus par le côté détente, le côté lecture un peu cocooning. Très agréable le soir quand on n'a pas du tout envie de se prendre la tête, qu'on a envie de quelque chose de très simple à lire. Et qui est très relaxant, très reposant, très agréable. Et pour une fois, voilà, ça se passe pas au Japon, ça se passe en Chine. Et c'est tout aussi sympathique. Donc voilà, une très très belle découverte. Je vous recommande ce one shot si jamais bien vous n'en avez toujours pas entendu parler. J'en ai terminé pour les nouveautés du mois de février. J'attaque à présent les fins de série. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il y en a 3. La première, je ne l'ai pas lue. Il s'agit du 10e et dernier tome de Dream in Sun, Vie tes rêves de Ichigo Takano, publié chez Delcourt Tonkam. C'est ma lecture en cours. J'en suis au tome 2, au milieu du tome 2. Pour l'instant, j'adore. Mais je n'ai pas réellement de gros avis à vous donner. Voilà, on est sur un shoujo dans lequel il y a de la comédie qui est très présente, mais comme Orange, l'autre série de l'auteur, on a un côté également très émouvant. Voilà, on sent que l'histoire elle est compliquée, elle n'est pas aussi banale que celle qu'on voit dans la plupart des shoujo. Les personnages sont intéressants, dès les 2 premiers tomes on a vraiment voilà, les personnages qui vont composer notre histoire, et c'est des personnages, en fait c'est les 4 là que vous voyez sur la dernière couverture, ils ont tous leur caractère, ils ont tous envie d'atteindre leurs rêves, et pour certains c'est plus compliqué que d'autres, pour certains c'est genre complètement impossible. Donc voilà, c'est vraiment pour l'instant, j'en suis au tome 2 sur 10 et j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir une vidéo chronique au sujet bien des 10 tomes de la série quand je l'aurai lu, ou si simplement je vous donnerai mon avis comme ça à travers une autre vidéo sans lui consacrer réellement de chronique entière. Une fin de série que j'ai lue et que j'ai beaucoup aimé, c'est le 8e et dernier tome de Dilemma de Hajime et Tatsuya Toji, c'est publié chez Komiku. Donc ça c'est du très bon survival game, vraiment du très bon. Jusqu'au bout, l'auteur nous aura surpris et aura su maintenir un suspense jusque dans les dernières pages où tu te demandes sincèrement si le gars va arriver à se décider pour ce dernier dilemme. On comprend pourquoi le méchant est aussi méchant. Voilà, pourquoi le gars il a lancé un jeu aussi macabre, pourquoi, d'où c'est parti, qu'est-ce qui s'est passé, il faut remonter un peu dans le passé pour se rendre compte du pourquoi du comment. On n'est pas sur un truc aussi perché que King's Game au niveau de l'explication, puisque l'explication est un peu plus plausible, on va dire, dans le sens où bien c'est parti d'un truc du passé que le gentil personnage là a fait, qui en découle le fait que le méchant est devenu méchant et qu'il a envie de se venger. Voilà, ce qu'on peut comprendre. Personnellement, je comprends complètement le méchant de l'histoire. Après, il y a ce côté un peu fantastique, dans le sens où bien les jeux, notamment le dernier dilemme de ce tome, c'est... On sent que c'est pas réel du tout, quoi. Mais c'est bien expliqué, c'est prenant jusqu'au bout, les révélations sont intéressantes et sont surtout, je dirais, je vais pas dire plausibles, très réalistes et tout, mais ça se tient. Et sincèrement, si vous cherchez un bon petit survival game, à présent terminé en 8 tomes, je vous recommande vivement la série. Ça fait partie de ces survival games qui sont intéressants, qui copient pas spécialement les autres qu'on a en cours sur le marché du manga.
Après voilà, vous allez me dire, il n'est pas hyper original non plus, il y a des trucs un peu similaires, mais celui-là, vraiment je vous le conseille si vous ne le connaissez pas et que vous êtes fan de Survival Game. Le dernier manga de cette vidéo, la dernière fin de série, est un titre qui m'aura globalement très déçu et que je pense sincèrement revendre d'ici quelques temps. Il s'agit de la série Draw, Dans l'océan où dort une sorcière, de Saki Okuse et de Shako Abeno, et c'est là encore publié chez Delcourt Tonkam. Donc là je vous présente les tomes 3 et 4. La série s'est terminée au mois de février avec son 4e tome. Pourquoi je vous montre le tome 3 du coup? C'est tout simplement parce que j'avais arrêté ma lecture au bout des 2 premiers tomes. Je vous ai présenté d'ailleurs les 2 premiers tomes sur ma chaîne. Et je m'étais dit, bon, la série se termine en 4 tomes, on va attendre d'avoir le 4e tome pour lire les 2 derniers tomes d'un coup, ce que j'ai fait, et j'ai pas aimé. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Déjà, comme pour Dragon Seekers, j'ai trouvé ça trop vulgaire, inutilement vulgaire. On a des jeunes filles qui sont toujours en train de se foutre à poil. Alors bon, déjà sur les couvertures, c'est pas ultra percutant sur ces couvertures là, mais je crois que c'est sur la couverture du tome 2, je vous chope la couverture du tome 2, bougez pas. Sur la couverture du tome 2, comme je le disais, eh bien on a droit à une petite culotte, voilà, et même sur la couverture du tome 1, j'ai envie de vous dire, bon, c'était déjà limite. On a encore des scènes de sexe complètement inutiles, où tu as envie de dire mais pourquoi? Ça pourrait être une super histoire de sorcière, t'as pas besoin de mettre des scènes de sexe ou des scènes avec des filles à poil, enfin... Est-ce qu'on a besoin sincèrement de voir sa culotte? Est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire? Non, strictement pas. Et au niveau de l'histoire en elle-même, bah j'ai pas trouvé ça fou du tout. J'ai pas trop cherché à comprendre exactement tout bien la fin, parce que ça m'a pas transcendé plus que ça. Donc c'est vraiment pas une série que je vais vous recommander pour le coup, vous l'aurez compris, flop me concernant. Déjà bon, les 2 premiers tomes on n'était pas du tout sur de la lecture coup de cœur. Le premier tome encore ça allait, le tome 2 déjà je m'étais dit bof, et j'ai voulu quand même conclure la série, mais sincèrement je pense la revendre dès que je commencerai très prochainement à revendre des mangas. Le book haul du mois de février est à présent terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire d'ailleurs ce que vous avez commencé comme nouvelle série au mois de février. Alors je vous dis ça, on est quasiment mi-mars quand je publie cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire de cette vidéo et à me dire également si parmi tous les titres que je vous ai présentés, certains vous donnent envie, peut-être que vous ne les connaissiez pas, peut-être que je vous ai donné envie de les découvrir. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!